Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Dans ce nouvel épisode, je donne la parole à Mélodie, une éco-aventurière au grand cœur qui a parcouru pendant près de 3 mois les chemins de Compostelle en France et en Espagne. Cette grande aventure à pied s'insère dans une quête de sens et de liberté plus vaste, liant le passé et le présent. Cette quête peut se résumer ainsi: trouver sa voie, être en accord avec soi. Guidée par ses émotions, à l'écoute des messages transmis par son corps, par le vivant et le monde subtil, Mélodie avance pas à pas sur un chemin non linéaire qui la bouscule à chaque instant. Chaque nouvelle expérience l'aide à préciser sa boussole intérieure, à comprendre ce qui fait l'équilibre de sa vie. Cet épisode intime et puissant, qui retrace un parcours de vie et ses apprentissages, est une invitation à l'introspection, mais aussi à l'ouverture sur soi et sur le monde qui nous entoure. À l'horizon, l'intuition profonde que prendre soin du monde commence par prendre soin de soi. Bonjour Mélodie, merci de prendre le temps d'échanger avec moi et merci de m'accueillir dans ce chouette lieu de vie ici à Montpellier. Comment tu te sens aujourd'hui ? Merci à toi Anthony, je suis super contente de pouvoir venir sur ton podcast et je me sens très bien, très, très heureuse de cet échange à venir avec toi. On se connaît un peu car on a eu la chance ensemble de partager une conférence sur les chemins de Compostelle avec un troisième acolyte, Mathéo. Big up à toi si tu écoutes ce podcast. Mélodie, tu es une personne qui a de multiples casquettes. En effet, tu es à la fois community manager, designer graphique et vidéaste, éco-aventurière et créatrice de contenu engagé. Tu es l'animatrice du podcast Poussière d'étoiles et tu travailles actuellement sur le montage et la réalisation d'un documentaire sur l'écologie intérieure. Documentaire composé de témoignages de personnes inspirantes rencontrées sur les chemins de Compostelle et narrant également ta propre expérience de cette aventure. Donc je voulais dans un premier temps revenir sur ton parcours de vie, car je pense que c'est en le retraçant, en explorant les voyages intérieurs et géographiques que tu as vécus, qu'on pourra entrevoir et comprendre quelle est la Mélodie d'aujourd'hui. Donc je voulais d'abord te demander comment tu as vécu ton enfance, quelles ont été ses joies, ses difficultés, ses apprentissages. Waouh, vaste question. Déjà, merci pour cette belle introduction et cette présentation assez représentative quand même. Je pense que j'ai toujours été, déjà petite, j'avais ce truc un peu à vouloir faire comme les grands, comme les personnes qui m'inspiraient, tu vois, genre j'ai souvent pas des souvenirs, mais je sais que ma mère m'a beaucoup raconté que j'avais 2 ans et je jouais dans les jeux pour les enfants de 8 ans, tu vois, genre je grimpais super haut dans les trucs. Ma mère, elle était déjà terrifiée à l'idée des chutes possibles, mais juste de me voir toute petit bout de chou partout gambader. J'allais me baigner dans la mer toute seule et hyper jeune. J'ai grandi au bord de la mer, donc en fait, je pense que
Ma mère, très proche de la nature, m'a toujours m'a vraiment fait découvrir ce goût qu'elle avait pour la nature. Et du coup, moi, depuis toute petite, c'est là aussi que j'ai trouvé refuge et que je pouvais aller explorer, que ce soit toute seule pour me recentrer, me sentir mieux. Quand j'allais pas bien, j'allais toujours. J'avais un parc à côté de chez moi et j'allais toujours, enfin, un parc sauvage un peu. J'allais toujours, tu vois, j'avais mon petit spot dans la nature où j'allais là-bas. J'avais un côté très aventurier en fait, déjà. Euh, et un côté aussi où j'adorais le jeu, me faire des cabanes dans les arbres. J'avais des arbres. Tu vois, chez moi, j'adorais passer ma vie dans les arbres, ce que je fais toujours. Ma vie dans l'eau aussi. Enfin voilà, vraiment très, très proche des éléments de la nature. Après, je pense à un autre truc assez important de mon enfance, c'est que du coup, je suis fille unique et j'ai toujours été très, très entourée. Enfin, j'ai choisi beaucoup mes amis et je les considère en fait presque comme mes frères et sœurs, mes proches. Et donc, j'ai l'impression d'avoir une grande famille, même si j'ai une toute petite famille de sang. J'ai l'impression d'avoir une grande famille au final maintenant de cœur. Et c'est vrai que pour moi, les rencontres et les gens sont très importants pour moi. Enfin, les gens ou les animaux aussi. Mais voilà, les êtres vivants, disons. Parce que en tant que enfant seul, je me suis beaucoup rapprochée du coup de tout ce qui était vivant autour de moi, quoi. Une autre chose, je pense, qui décrirait beaucoup mon enfance, encore beaucoup liée à ma mère, mais c'est le côté créatif, où elle m'a beaucoup fait découvrir plein d'activités différentes, manuelles. Et je pense que c'est une de ces choses, je pense que c'est en partie ça qui m'a donné ce goût de la créativité aussi aujourd'hui, dont j'ai besoin dans mon quotidien et dans ma vie, quoi. Quelles ont été tes premières expériences de voyage? Ben, mes premières expériences de voyage, c'était avec ma famille, en fait, enfin avec mes parents. Du coup, quand j'étais petite, on voyageait pas mal, plus du tout de la même manière dont je voyage aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est quand même une chance. Enfin, c'est vrai que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents, puis après beaucoup avec ma mère aussi. Ma mère quand même assez baroudeuse. Donc on se faisait des road trips toutes les deux. Et c'est vrai qu'on est allé un peu aux quatre coins du monde ensemble. C'était des voyages quand même assez courts, genre entre 2 et 3 semaines. Et moi, je me rappelle que ça allait très vite. Tout était assez millimétré. Le programme, on faisait beaucoup de choses chaque jour. Voilà, c'était des moments très intenses et à la fois très riches de découvertes dans beaucoup d'endroits du monde. Et je pense que c'est ces expériences-là qui m'ont aussi donné envie de me nourrir de nouvelles choses. D'avoir beaucoup voyagé comme ça avec mes parents et surtout avec ma mère. Ma mère en plus qui a un handicap, elle a qu'une jambe et du coup c'est vrai que c'est un peu atypique de voir une personne comme elle faire des aventures de fou. Enfin on faisait même des randos ensemble, genre en Islande ou genre en Thaïlande. Elle traversait des fleuves sur des mini-barques et tout. Enfin tous les locaux à chaque fois sont complètement bluffés. Et je pense que c'est d'avoir son exemple, enfin de la voir faire toutes ces aventures-là aussi. Même si pour nous, tu vois, complètement mobile de nos deux jambes, c'est pas des aventures, enfin ça peut paraître pas des trucs de fou, mais moi de la voir faire ces choses-là, ça m'a vraiment fait me rendre compte que tout est possible et que si j'ai envie de vivre un truc, bah je peux le faire en fait. Et du coup, mon premier voyage vraiment seul, c'était plutôt une aventure. Et du coup, dans cet aspect-là, j'étais partie en Éthiopie pendant un mois. C'est du coup une aventure humanitaire où on était allé dans un village pour aider des locaux. Et c'était la première fois que je partais pour le coup vraiment seule. Et finalement, c'est vraiment cette aventure-là qui était un énorme dépassement de moi et une énorme sortie de ma zone de confort. Alors que les voyages avec ma famille, avec ma mère, c'était globalement tout était pris en charge, tout était très bien organisé. Et après moi, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est vraiment encore plus le côté aventure. Donc me dépasser, tester des choses qui me font me sentir vivante, quoi. Des choses un peu prendre des petits risques, quoi. Si je me trompe pas, tu as fait des études d'ingénieur dans le bâtiment, couplé aussi avec une école de commerce. Et à la suite de ça, tu as été embauché dans une entreprise liée au développement durable dans l'immobilier. Ouais, c'est exactement ça. Et après ça,
Justement, le voyage dont je te parlais juste avant en Éthiopie, là, il m'a vraiment fait me reconnecter à l'écologie environnementale et au côté sobriété, vivre au contact de la nature, duquel je m'étais déconnectée, je pense, en grandissant, alors que j'étais très proche de ça quand j'étais petite, mais je m'en étais déconnectée en grandissant par un peu tout ce qui fait la société, quoi, et la vie en ville et tout. De cette expérience en Éthiopie, je me suis rendu compte à quel point pour moi c'était important de m'investir dans l'écologie. Et c'est pour ça qu'après mon école de commerce, j'ai voulu travailler dans cette voie-là. Et en fait, c'est surtout que pour moi, il n'y avait pas trop d'autres schémas possibles. À ce moment-là, ma vision de la vie, c'était vraiment CDI, on a un appart ou une maison, on a un bon salaire, et c'est ça qui rend heureux, quoi. Et moi, là, ce qui correspondait le plus à mes deux écoles, en coup, c'était dans une entreprise en fait qui gère des immeubles, un patrimoine immobilier. Et moi, j'étais responsable de mettre en place des solutions durables, écologiques sur ces immeubles. Donc, en soi, sur le papier, c'était un peu le poste de rêve pour moi parce que je m'étais dit, waouh, je vais vraiment révolutionner tous les bâtiments, je vais créer des solutions de fou. J'adorais et j'adore toujours mais le réemploi, l'économie circulaire, encore plus dans le bâtiment, je trouve ça fascinant tout ce qu'on peut faire, réutiliser plein de matériaux plutôt que de prendre des matériaux neufs par exemple. Donc j'étais vachement engagée dans le réemploi de matériaux dans la construction. Je mettais en place par exemple des panneaux solaires, des places de parking pour les véhicules électriques. En fait, c'était des choses assez anecdotiques par rapport à une vraie révolution du système. Alors que les vraies révolutions justement qu'on aurait pu mettre en place, comme mettre en place une économie circulaire, sensibiliser les locataires à vivre différemment, etc., ça, c'était pas fait et il y avait aucun soutien dans l'entreprise. Je me sentais vraiment pas inutile, mais presque, quoi. Et je me suis en fait complètement perdue à un moment dans ce système-là parce que j'ai essayé d'y rentrer quand même. J'ai essayé de me mouler à ce truc en me disant c'est moi qui ai un problème, tant pis, en fait je pourrais pas changer cette société, mais par contre moi il faut bien que je rentre dans le moule parce que sinon juste ça sert à rien que je vive, quoi. Et vraiment j'en étais arrivée à ce stade-là où j'essayais de rentrer dans le moule de ce qu'on attendait de moi au travail et en parallèle sauf que ça faisait aucun sens pour moi dans la vie, vraiment zéro sens, et du coup tous les matins j'allais au travail avec la boule au ventre. Et même un jour sur deux, quand j'attendais le RER, j'étais en mode parfois vraiment, ça serait plus simple si je sautais sur les rails, quoi. Et ça, c'était genre le dernier mois, c'était vraiment ça tous les jours, où j'avais juste envie de mourir en fait. Enfin, je trouvais plus aucun sens à ma vie. Ça me ressemblait pas du tout, quoi. Et c'était à Paris, je l'ai même pas dit, mais c'était à Paris, donc vraiment aux antipodes de la connexion à la nature dont j'avais besoin. Et du coup, suite à ça, quelle décision tu as prise? Et donc en fait, quand je me sentais hyper mal, dans cet état de mal-être profond, je me suis rappelé que justement, quand j'étais partie en Éthiopie, c'était la première fois que j'avais fait de la rando, parce que je faisais pas du tout de rando sinon. J'aimais pas du tout marcher et tout. Mais je me suis rappelé à quel point ça m'avait permis de m'évader, justement, et de me sentir mieux, au sens où j'avais retrouvé, là, à ce moment-là, j'avais retrouvé cette connexion à la nature. Et c'est quelque chose qui m'avait permis de reconnecter à une petite part de moi. Et là, j'ai senti juste comme un appel plus fort que tout, qu'il fallait que j'aille marcher, quoi. Que c'était un peu ça ou je meurs, en fait. Et du coup, je suis partie faire le chemin de Compostelle. Donc, je suis partie pendant 2 semaines, initialement. Et en fait, pendant ces 2 semaines, mais déjà au bout de 6 jours, j'ai eu les premiers sentiments de bien-être. Et je me rappelle vraiment d'un moment où je marchais une journée et je me suis arrêtée d'un coup et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est possible de se sentir bien. Et ça, c'était un sentiment que j'avais pas eu depuis des années, je pense. Ce sentiment juste de plénitude et de se sentir juste là où on doit être, quoi. Et du coup, après ressentir ça, j'ai continué à marcher 2 semaines de plus. Donc au final, j'ai marché pendant 1 mois. Et sur le chemin, évidemment, j'avais aussi la peur du retour, de me dire, mais quand je vais revenir, en fait, ça va juste être pareil qu'avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Et ce qui est assez fou, moi, je crois beaucoup au symbolique du corps, au fait que le corps nous parle, à la psychosomatique. Et j'ai eu une tendinite à la cheville. Et en fait, j'ai regardé la symbolique, ça signifiait qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à quitter.
une tendinite de manière générale, c'est qu'il y a un lien qui nous retient. Et à la cheville encore plus, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, quoi. Et donc j'ai essayé de réfléchir. Et quand j'ai réalisé que c'était ce job qu'il fallait que je quitte, ma douleur s'est amoindrie. Donc genre en 2 jours, j'avais déjà à moitié moins mal. Mais j'avais encore un peu mal. Et c'était pas que le job qu'il fallait que je quitte. Il y avait d'autres choses qu'il fallait que je quitte. Donc en l'occurrence là c'était mon copain de l'époque qu'il fallait que fallait que je quitte en fait toute la vie qui me retenait à ce mal-être profond, quoi. Donc c'était tout le package de ma vie à Paris en fait. Et donc quand je suis rentrée du chemin, j'ai quitté tout ça sans savoir vraiment où j'allais, mais tout ce que je savais c'était que je voulais plus me sentir mal comme j'avais pu me sentir mal avant le chemin. Et je me suis promis sur le chemin, justement quand j'ai eu ce sentiment de bien-être, je me suis dit plus jamais je veux quitter ce sentiment-là. Je veux toujours être capable de le retrouver. Et je veux plus jamais me sentir mal comme j'ai pu me sentir avant de partir marcher, quoi. Donc j'ai quitté Paris et mon envie, c'était surtout de me reconnecter à la nature. J'avais pas forcément d'autres envies à ce moment-là. C'était vraiment d'apprendre... de faire quelque chose qui ait vraiment du sens. Justement, de quitter tous ces mensonges, de quitter ce greenwashing, ce capitalisme à ce moment-là qui me mettait hors de moi, et de me reconnecter à quelque chose d'hyper simple, en fait. Donc, vivre complètement dans la nature, loin de... Même loin de l'argent, enfin, c'était, j'ai beaucoup cheminé depuis, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'était vraiment revenir à ce qui fait, je pense, l'essentiel de l'homme, en fait. Juste manger, être dans la nature, apprendre à créer ma nourriture, apprendre la permaculture et la construction vraiment écologique. Enfin, même apprendre à construire, en fait, de mes propres mains. Enfin, construire des choses. Je me suis rendu compte qu'on pouvait construire plein de choses soi-même sans souci, quoi. Et c'est vrai que c'était vraiment à ça que j'avais besoin de me reconnecter, mais sans projet particulier, finalement. Donc tu avais quitté ton emploi, donc tu avais du temps libre devant toi. Et c'est à ce moment-là que tu es allé à la rencontre d'écolieux, d'initiatives positives et écologiques, que tu as appris aussi la permaculture, l'éco-construction, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que j'avais besoin de me sentir libre, donc de faire ce dont j'avais envie aussi. J'avais vraiment besoin, en fait, je pense, de découvrir aussi de nouveaux modes de vie. Quand j'avais marché, donc avant de quitter Paris, un des éléments déclencheurs, c'est vraiment les rencontres que j'avais fait sur le chemin, où j'avais rencontré des personnes qui avaient des vies et des parcours tellement différents, enfin complètement différents de moi, les schémas que j'avais dans ma tête. Je te parlais au début de schémas assez classiques, voilà, du CDI, appart, et pour moi c'était le seul schéma que je connaissais. Et en fait, sur le chemin, j'avais rencontré des personnes qui avaient des vies complètement différentes, qui, pour moi, aujourd'hui, ça me paraît normal, mais à l'époque, c'était lunaire pour moi. Par exemple, j'avais rencontré un gars qui avait un voilier qui était amarré en Grèce. Quand il allait parfois en Grèce, voilà, donc sur son voilier, il faisait, pour gagner un peu de sous, il faisait un peu de développement de site web. Il faisait quelques visites en Grèce pour les touristes. Et sinon, là, je l'avais rencontré sur le chemin, il était avec son sac à dos, il sortait d'un ashram où il avait passé 6 mois. En fait, il était complètement nomade, il vivait avec vraiment un petit sac à dos de 30 litres et toute sa vie dedans. Et ça m'avait vraiment marqué. J'avais rencontré un autre gars qui m'avait beaucoup touché aussi, qui est metteur en scène de pièces de théâtre, parce que c'est son rêve. Et en parallèle, parce qu'il gagnait pas non plus suffisamment pour vivre avec ça, il faisait genre 2-3 petits jobs. Et en fait, il était super heureux parce que il pouvait faire son rêve qui était mettre en scène des pièces de théâtre, créer dans le théâtre et tout. Et moi, ça m'a vraiment ouvert la porte à d'autres modes de vie possibles. Et donc, je pense que quand j'ai voulu aussi aller justement vivre dans des écolieux, il y avait vraiment cette première envie qui était apprendre, vivre proche de la nature, apprendre la permaculture, l'éco-construction. Et je pense que peut-être inconsciemment, une autre envie profonde, c'était de découvrir d'autres manières de vivre. Là où moi, avant, j'étais
dans un seul schéma, dans un seul mode de vie. J'avais pas, même autour de moi, dans mes proches, ma famille, il n'y a pas 1000 schémas différents. Et je pense que c'était ça aussi que je suis allée chercher, à mon avis, de découvrir des choses complètement aux antipodes de ce que je connaissais. Et c'est vraiment dans toute cette exploration-là, autant la nature environnementale que la nature humaine, que justement, ça m'a orientée et je me suis rendu compte que toute cette écologie de cultiver notre jardin, de faire les choses à soi-même, de construire les choses soi-même avec nos mains, de prendre le temps. Toutes ces choses-là, ça amène vraiment à aussi prendre soin de soi et surtout prendre soin de soi et prendre soin de notre intérieur. J'ai pris conscience qu'il peut pas y avoir d'écologie au sens environnemental sans écologie de soi. Et donc que à partir de ça, tout part de nous. Genre, il suffit de se changer soi pour changer le monde. Et moi, c'est quand j'ai changé ce mindset-là que je me suis sentie beaucoup plus à ma place et beaucoup plus... j'ai senti que j'avais beaucoup plus de pouvoir sur justement changer le monde, etc. Et plutôt que de me battre contre... en tout cas, pour convaincre, par exemple, l'entreprise dans laquelle j'étais, en fait, je voyais que mon impact, il était tellement plus grand quand juste moi, je vivais la vie qui m'inspire et dans laquelle je me sens bien, et que du coup, les gens autour de moi se remettaient beaucoup plus en question que si je leur disais, que si je les pointais du doigt et que je leur disais ça, faut pas que tu fasses comme ci, faut pas que tu fasses comme ça. Et donc pour aller explorer un peu plus ce sujet, par la suite, tu as souhaité partir de nouveau sur les chemins de Compostelle en 2022 pour réaliser un documentaire justement sur l'écologie de soi. Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as envie de repartir, toi, sur les chemins, au-delà de cette envie de faire le documentaire? Je pense que mon envie de repartir sur le chemin, elle est venue de plusieurs sources. Il y avait plusieurs origines. Une d'elles, et c'est assez rigolo, mais quand j'avais fini du coup le premier chemin avant que je quitte Paris, j'avais écrit: j'ai trop envie de repartir faire le chemin, cette fois-ci en partant de chez moi et avec ma tante en totale autonomie. Donc en fait, c'était quelque chose quand même que j'avais en tête, je pense. Donc je suis partie de Montpellier pour pouvoir me dire: ok, je laisse tout se passer là. Avec toutes les choses que j'ai plus envie d'avoir dans moi, justement, je les laisse derrière moi et moi j'avance vers la nouvelle mélodie. Et puis après, c'est vrai que en fait c'est marrant parce que dans ta question tu me dis en dehors de la volonté de faire du film, qu'est-ce qui m'a motivé à faire ce chemin? En fait, c'est vrai que c'est vraiment le film. Même avant même avoir envie de le faire pour moi. Je le faisais pour le film et je pensais pas d'ailleurs que ça allait me transformer moi autant que ça l'a fait. Je m'en rendais pas du tout compte. Moi, je pensais, je voulais vraiment faire ce film sur le chemin de Saint-Jacques, comme moi, c'était le chemin de Saint-Jacques qui m'avait permis d'ouvrir les yeux et de me transformer par la suite et d'aller goûter en fait à cette liberté. Je me suis dit, quoi de mieux que de repartir sur le chemin qui, moi, m'a transformée pour aller à la rencontre d'autres personnes qui sont aussi transformées comme moi, et aussi de montrer que c'est accessible à tous et que c'est une transformation et juste un sentiment de bien-être, de plénitude qui est accessible à tout le monde et qui suffit, entre guillemets, d'aller marcher au bord de chez soi. Enfin, c'est pas du tout la seule manière, hein, mais en tout cas, à ce moment-là, c'était un peu l'idée principale, c'était vraiment celle-là. Je pars pour faire un film. C'était vraiment mon objectif principal. C'était vraiment faire ce documentaire pour partager, en fait, tous les apprentissages que j'avais fait pendant l'année de woofing, parce qu'au final, je pense que quelque chose qui est très important pour moi, en tout cas ce que je ressens profondément, c'est que j'ai besoin de partager ce que j'apprends. Je ressens que je vis beaucoup de choses, parfois très intenses, et j'ai l'impression que ça vaut pas le coup presque de les vivre si je les partage pas. Comme si je pouvais en faire profiter les autres aussi, tu vois. Je me dis, quitte à moi les vivre, autant que ça rayonne et que ça aide aussi les autres. Parce que, tu vois, je pensais à ma mère. Et souvent, je me disais, ma mère, pour le coup, elle peut pas marcher Saint-Jacques-de-Compostelle pendant 3 mois. Rien que ça, genre de me dire, tu vois, les gens qui peuvent pas vraiment physiquement faire des aventures ou des trucs comme ça, si moi, en partageant, je peux leur apporter un peu du bien-être et des apprentissages que ça me retire. Et je crois que c'est vraiment ça, tu vois, un des trucs qui me porte et qui m'a porté pour ce film. Et moi, j'ai la chance d'y avoir accès, j'ai la chance aussi de me créer cette opportunité-là. Donc, c'est très, très important pour moi de le partager. Et c'est vrai que ce film, ça a été le vrai premier objectif. Et après, en fait, à un moment, je me suis rendu compte sur le chemin
que oui, il y avait le film, mais qu'en fait, il y avait aussi plein d'autres choses en moi que j'avais besoin de vivre et que ce chemin-là m'a permis aussi de lâcher et de laisser derrière moi et de grandir encore pour justement trouver vraiment ma liberté et ce sentiment intérieur de paix, quoi, de paix intérieure. Ouais. Et en l'occurrence, là pour ce cheminement-là, comme tu l'as dit précédemment, tu avais décidé de partir avec ta tante depuis chez toi. Je repense notamment au fait que tu m'avais justement expliqué que le premier chemin, tu avais réservé les premiers jours en auberge à l'avance pour avoir ce cadre sécuritaire dont tu avais, j'imagine, bien besoin à ce moment-là. Puis par la suite, justement, tu as été amené à réserver moins à l'avance, plus au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, tu décidais de partir sans rien réserver, sans date de retour même, sans savoir là où tu allais t'arrêter. Comment t'as vécu ce nouveau chemin? En fait, je pense que ça s'est fait vraiment progressivement. Parce que tu vois, à la fin du premier chemin, justement, quand j'écris j'aimerais trop le refaire en partant de chez moi avec ma tante et tout, j'ai quitté mon job et Paris un mois plus tard. Donc si j'avais voulu, j'aurais très bien pu le refaire à ce moment-là. Mais je pense que j'étais pas prête non plus. Et je pense que ces expériences que j'ai vécues dans les écolieux, elles m'ont aussi donné beaucoup confiance, que ce soit en moi ou en la vie. Et j'ai lâché beaucoup de peur, j'ai lâché beaucoup de besoins, enfin, peur de manquer, peur de dormir dans la nature aussi. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait en fait. Le fait de dormir en tente, moi au début c'était quelque chose qui me faisait peur. Enfin, j'avais jamais dormi en tente. Pour moi, dormir en tente dans mon jardin après une soirée, c'était l'aventure, tu vois. Donc là, d'imaginer partir en tente sur le chemin, ça s'est pas fait du jour au lendemain en un claquement de doigts. J'ai pas juste fini le premier et je me suis dit vas-y, je pars 3 mois en autonomie, tu vois. Il y a eu entre-temps des petites aventures, genre je suis partie une semaine sur le chemin de Stevenson où là j'ai dormi en tente déjà. Pareil, j'ai marché aussi une semaine au bord de l'océan. Pareil, je dormais en tente, en bivouac, enfin en camping sauvage. Et la toute première fois d'ailleurs où j'avais dormi en tente, pas dans mon jardin, c'était dans un éco-village avec d'autres tentes autour de moi. Donc ça s'est fait vraiment progressivement. Et quand j'ai décidé de partir sur le chemin de Compostelle en autonomie, j'avais déjà vécu tous les petits dépassements dans le côté lâcher le confort de l'auberge. J'avais passé un mois dans un écolieu dans les Pyrénées en plein hiver, en plein décembre, avec la neige à l'extérieur. On n'avait pas de chauffage, on vivait les fenêtres ouvertes. En totale autonomie, tu vois, on avait juste 1 heure de chauffage au feu par jour. On cuisinait ce qu'on trouvait, on mangeait des noix pendant les repas. On mangeait vraiment très très peu. Et par exemple, c'est le genre d'expérience où après avoir vécu ça, je savais très bien que j'allais pas mourir de faim sur le chemin de Compostelle, quoi. Tu vois, donc je savais très bien que j'avais pas peur de dormir dehors. Disons que toutes les petites craintes que je pouvais avoir avant, je les ai dépassées au fur et à mesure, les unes après les autres, dans plusieurs expériences. Et donc là, de partir en autonomie, c'était assez naturel finalement. Même si les premiers jours et les premières semaines, les premiers jours, j'avais encore des appréhensions pour trouver les spots de bivouac. Enfin, je pense ce qui est normal. En tout cas, pour moi, voilà, j'avais quand même ces appréhensions-là. Et après, c'est vrai que le fait, tu le disais, que j'avais même pas de date de retour. Le truc ultime de la liberté totale, je marche jusque là où j'ai envie de marcher. Mais ça a été un vrai cheminement d'arriver à ce raisonnement-là. Parce qu'au début, je voulais faire l'aller-retour, en fait. J'ai lâché même d'arriver jusqu'au bout. Il y avait un moment où je me disais, tu sais quoi, même si j'ai envie de m'arrêter maintenant, je m'arrête maintenant, en fait. Ce que j'ai envie, c'est juste de faire ce qui me fait du bien à chaque instant. Je crois que j'avais vraiment besoin de goûter à cette liberté-là et de la vivre profondément, quoi. Que ce soit donc voilà par le chemin ou par le fait d'être totalement libre dans la logistique, tu vois, de dormir où je veux, j'avais toujours 24 heures de nourriture à peu près sur moi, puis ça me dérangeait pas parfois de moins manger ou quoi, je savais que j'allais trouver à manger un peu plus tard. Enfin, j'avais lâché beaucoup de peur. D'expérimenter cette liberté extérieure-là, ça m'a permis de trouver la liberté à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, de trouver cette liberté-là à l'extérieur, si à l'intérieur, je suis toujours emprisonnée dans mes croyances, dans mes peurs, dans mes blocages, il n'y a rien qui va changer dans ma vie au final. Et je vais retourner dans ma vie, tu vois, et me sentir pas bien.
parce que à l'intérieur de moi, je me sentirais pas libre et je me sentirais contrainte par d'autres choses. Et du coup, pour finir juste sur cet aspect de liberté-là, j'avais eu une pensée un jour où je m'étais dit, pour moi, la liberté la plus ultime, la plus totale intérieure, c'est justement d'être contraint à l'extérieur par certaines choses, que ce soit être dans un job qui nous plaît pas, ou être dans un lieu qui nous plaît pas, ou des choses comme ça, ou être en prison pour penser à Mandela, tu vois. Mais de se sentir libre quand même, parce que libre de penser et d'être qui on est, quoi. La première fois que tu avais cheminé, tu étais parti sur le chemin du Puy, donc qui relie le Puy-en-Velay à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et cette deuxième fois, en l'occurrence, tu étais parti de chez toi à Montpellier sur le chemin des Piémonts, qui est un chemin qui est quand même beaucoup moins emprunté que celui du Puy, qui est le plus connu. Comment t'as vécu la solitude de ce chemin? Ouais, merci. C'est vrai que c'est super intéressant comme question parce que c'est vraiment une des choses, je pense, qui m'a vraiment aidé à aller dans ces profondeurs-là. C'est cette solitude. Parce que justement, le chemin des Piémonts, effectivement, il est très très peu emprunté. Pour donner un ordre d'idée, c'était en plein mois d'août, donc quand même pendant les vacances scolaires, j'avais croisé 5 pèlerins en un mois sur tout le chemin des Piémonts. Alors quand je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port et après en Espagne, les personnes qui ont fait le chemin savent, mais il y avait énormément de monde, c'était complètement l'opposé quoi. Mais du coup voilà, donc c'est vrai que pendant un mois, j'étais dans une très très grande solitude. Je pense que j'en avais besoin aussi. Enfin, je me dis que si c'est arrivé, c'est que j'en avais besoin. Disons que ça m'a permis d'être vraiment face à moi-même en fait, face à toutes ces choses qui me faisaient du mal et où je me rendais pas compte qu'elles me faisaient mal. Parce que quand on est seul, en plus en marchant, enfin, je vais parler pour moi, je dis pas on, mais en tout cas, moi, quand je suis seule et en plus en marchant, je rentre dans une forme de méditation, presque un état parfois de lévitation presque, et où le corps peut vivre, le corps peut traiter les sujets qu'il doit traiter. Parce que je suis assez convaincue que le mental peut pas résoudre beaucoup de choses. Et souvent, les problèmes, on doit les traiter, ils peuvent être résolus en passant par le corps, en passant par la voix, avec les vibrations, avec les sens, en fait. Avec les sens, la vue, le toucher, le chant, toutes ces choses-là. Et en fait, de marcher, et encore plus seul, ça m'a vraiment mis face à ces processus-là, je pense. Et j'ai vraiment, tu vois, j'ai le souvenir, je me rappelle de moments où je me sentais profondément mal. Je savais qu'il y avait un truc qui se passait en moi. Par exemple, je pouvais avoir, le truc qui me marquait souvent, c'est que d'un coup, je pouvais sentir une boule un peu au niveau de l'estomac, comme un truc qui me nouait, quoi, et qui avait besoin de sortir. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Sauf que comme j'étais seule et dans la nature et que j'avais rien d'autre à faire, si tu veux, j'avais que ça à faire entre guillemets, on va dire, de regarder cette douleur quoi. Alors que dans la vie de tous les jours, j'aurais eu plus tendance à écouter de la musique pour le faire passer ou parler à quelqu'un ou regarder un film, tu vois, un peu pour distraire la sensation. Mais là, j'étais face à moi-même, face à ces sensations-là. Et souvent, quand je ressentais ces boules-là de douleur, je saisissais l'occasion pour juste la faire s'exprimer, quoi. Parce que, justement, tu vois, dans mes expériences dans les écolieux, j'avais appris un peu... j'avais beaucoup appris sur les émotions, là où avant, on nous apprend pas du tout ça à l'école, mais là, j'avais beaucoup appris sur les émotions, et notamment un truc, que quand une souffrance arrive à nous, quand il y a quelque chose qui nous fait du mal, c'est que c'est un message qu'on vient nous porter, soit de quelque chose qui n'a pas été résolu dans le passé, soit de quelque chose qui vient faire écho à moi, et du coup, qu'est-ce que ça vient toucher en moi et qu'est-ce que j'ai pas encore guéri en moi pour que ça me fasse mal comme ça. Et du coup, c'est un peu toutes ces questions-là que j'ai pu me poser dans cette solitude. Alors que dans les moments d'échange, on n'est pas dans l'introspection. Après, justement, c'est l'association des deux pour moi qui sont une clé pour guérir. Parce que dans la solitude, on peut avoir cette introspection de comprendre pourquoi on a mal, qu'est-ce qui remonte à la surface, quel souvenir nous fait du mal, etc.
Et après, dans l'échange, ça permet aussi de mettre court au mental qui parfois peut revenir trop fort, d'être face à des personnes qui vont nous faire écho à d'autres choses, donc d'avoir des miroirs de nous, tu vois, d'avoir des miroirs de nous, de se dire ah bah elle fait ça et ça m'énerve, bah pourquoi ça m'énerve en fait, c'est que peut-être que moi je fais ça aussi, ou alors peut-être que justement que je me donne pas l'autorisation d'être comme ça. Et c'est vrai que l'échange fait beaucoup accélérer aussi les choses. Parce que quand on est seul, ben voilà, je te disais que le mental résout pas grand-chose, mais mine de rien, c'est dur aussi de calmer son mental tout seul et d'avoir cette solitude ponctuée de quelques rencontres. Je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé aussi, ouais. Et toutes les personnes qui ont suivi ton périple sur Instagram, sur TikTok, ont pu vivre avec toi toute la panoplie de tes émotions, les rires autant que les pleurs. Pourquoi c'est important, selon toi, d'être à l'écoute de ces émotions et surtout de pouvoir les laisser s'exprimer librement, les comprendre? Ouais, c'est vrai que c'est un vrai, ça me fait trop plaisir que tu dis ça parce que c'est un vrai message que j'ai envie de faire passer, je pense, enfin qui est important pour moi, autant dans ma vie de tous les jours où j'essaye de vivre pleinement mes émotions que sur les réseaux où on a tendance à plus lisser ce qu'on montre. Et j'ai pris le parti de montrer mes émotions, donc de me montrer toute rouge en train de pleurer, comme tu dis, ou alors aux éclats de rire aussi. Bon, ça va, on le montre un peu plus sur les réseaux. Mais bah, pour moi, c'est hyper important pour plusieurs raisons. La première, c'est que une émotion qui n'est pas exprimée sur le moment, elle va forcément revenir plus tard et remonter à la surface d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être dans des blessures. Ça pourrait être si on n'écoute pas notre corps, tu vois, le corps qui nous parle. Et une fois, on va se blesser un petit peu. Puis une autre fois, si on n'écoute pas non plus, ou alors si on soigne juste la blessure, mais qu'on n'entend pas le message profond, ça va être des blessures plus graves, ou des blessures à répétition, ou des choses comme ça. Une émotion qui n'est pas exprimée sur le moment aussi, elle va pouvoir revenir de manière un peu effet cocotte-minute. Tu vois, par exemple, s'il y a un truc, plein de petits trucs qui me saoulent un tout petit peu, parfois il suffirait de pas grand-chose pour juste aller souffler un bon coup et me sentir mieux. Et de pas exprimer ces petits ras-le-bol juste avec moi-même, parce que l'idée, c'est pas d'exprimer ses émotions sur les autres. C'est vraiment de les exprimer avec soi-même pour se sentir mieux et puis pour pas polluer les autres. Au final, le fait aussi d'exprimer ses émotions, c'est d'accepter d'être vulnérable par rapport aux choses qui se passent. Et j'imagine aussi que ça permet de se sentir plus vivant. Et tu parlais justement de lien avec la nature, de lien avec le vivant. Est-ce que ça permet justement pas ça aussi, de se sentir plus vivant, donc de se sentir mieux, plus à sa place? Ouais, si, complètement. Je trouve effectivement que, en fait, ça permet d'être pleinement soi aussi, d'accepter ouais, comme tu disais, nos vulnérabilités et même si ce qu'on ressent, ça peut être intense, ben de l'accepter pleinement, de s'émerveiller. Ça peut être aussi, tu vois, de s'émerveiller d'un rien. Donc, parce que tu parlais de la connexion à la nature, je trouve que justement dans nos émotions, de s'émerveiller d'un rien, de la beauté de la nature. Et c'est aussi cette connexion avec la nature, moi, qui m'a permis justement d'exprimer mes émotions. En fait, c'est un peu un cercle vertueux, quoi. Et je trouve que c'est important de revenir à cet état juste de simplicité, d'être. En fait, le fait d'exprimer nos émotions, ça passe aussi par être aligné à soi et aligné à qui on est et à ce qu'on veut diffuser comme ce qu'on veut diffuser autour de nous et à une forme d'authenticité, de ne pas se cacher derrière des masques. Tu parlais de vulnérabilité, c'est vraiment ça, je trouve. Enfin, être authentique et je trouve que c'est ça qui permet de créer aussi des liens plus authentiques et plus profonds et de se connecter vraiment, que ce soit aux autres ou à la nature. Et effectivement, quand on vit pleinement nos émotions, en fait, on fait tomber tous les masques et on fait tomber tous les costumes qui nous entourent et qui nous déguisent pour juste être de cœur à cœur, quoi. Et moi, c'est ça. Enfin, c'est vrai que j'adore, tu vois, quand on communiquait, voilà, vraiment avec le cœur et au final, s'il y a des larmes ou des rires ou des colères et tout, ben ça fait partie aussi de ça. Ouais. Et puis c'est un sacré outil en fait, c'est un sacré guide nos émotions pour nous dire dans quelle direction on devrait plutôt aller. Si on ressent de la colère, ben ok, pourquoi je ressens de la colère
dans quelle direction du coup je ressentirais moins de colère ou de la peur, tu vois, c'est des réactions primaires en fait à la base. Donc il y a à la fois comprendre d'où ça vient en nous pour guérir ces parts-là qui sont blessées et puis comprendre où ça veut nous amener aussi pour la suite, quoi. Quand tu arrives à Saint-Jean-Pied-de-Port, ça fait donc à peu près un mois que tu marches, donc des centaines de kilomètres dans tes pieds, énormément justement d'émotions, d'apprentissage sur toi, de connexion à ton corps, d'écoute de ton corps, et comme on en parlait aussi de solitude, de temps avec juste toi-même. Et quand tu arrives à Saint-Jean-Pied-de-Port, ben, c'est un peu la bascule parce que c'est l'entrée sur le Camino Frances, sur le chemin le plus emprunté en Espagne. Et là, il y a des centaines de pèlerins qui arrivent, qui affluent du monde entier. Comment tu as vécu cette bascule du rien au tout? Comment tu as réussi à trouver de nouveaux repères? Ouais, je pense que ça m'a fait un peu un choc au début. L'avantage entre guillemets que j'avais, je dirais que c'est que comme je dormais en tente et en autonomie, j'étais pas non plus dans le flot, tu vois, dans les auberges ou les choses comme ça. En fait, je pense que cette sensation d'un coup d'être dans la foule, en plus, voilà, avec des personnes qui comprennent pas forcément ce que j'ai vécu parce que ça peut être leur premier jour, ou alors je retrouvais pas forcément des personnes qui avaient la même philosophie de marche que moi, beaucoup qui allaient vite. Il y avait beaucoup cette notion, tu vois, de performance. Ce que j'avais vécu pendant un mois, ça m'avait appris à trouver vraiment une hygiène, tu vois, de vie qui faisait que j'arrivais à tenir ce rythme sans me blesser, en marchant en moyenne, voilà, 20-25 km par jour, en avançant, en portant ma petite maison sur mon dos, et où ça se passait bien, et où j'avançais bien comme ça. Et du coup, d'être un peu dans ce flot de... Ça m'a fait un peu, en fait, comme si tous mes vieux schémas revenaient d'un coup, et qu'il fallait pas que je retombe dedans, tu vois. C'était un peu ça. Une épreuve pour m'écouter encore plus, et pas me laisser happer, on va dire, par le flow, tu vois. Ce que j'avais fait en fait avant, quand j'étais dans ma vie, dans la société et tout, j'avais suivi le chemin un peu tout tracé. Et là, l'idée, je pense que c'était de pas suivre ce chemin-là tout tracé, mais de rester, moi, dans mon axe qui était un peu différent de ce fonctionnement-là, tu vois, où je marchais un peu moins, enfin, en tout cas, je marchais pas au même rythme, pas aux mêmes heures, parce que je marchais, je prenais mon temps, en fait, je partais vers 8-9 heures, je m'arrêtais à 18-19 heures. Et du coup, ça allait aussi dans le sens de rencontrer pas forcément beaucoup de monde, parce que j'avais pas le même rythme qu'eux. Donc j'avais encore, mine de rien, j'étais encore dans cette solitude, alors qu'il y avait plein de monde autour de moi. Et à la fois seule, mais juste quand même alignée. Et je savais aussi que j'avais besoin de rester alignée comme ça pour plus tard rencontrer des personnes qui auraient cette même vision aussi, sans forcément avoir le même rythme que moi, parce que voilà, chacun est différent. Au final, comment tu as vécu cette deuxième partie de chemin dans son ensemble? Alors, je sais pas si c'est lié au passage à Saint-Jean-Pied-de-Port, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une deuxième partie du chemin, je dirais, qui était plus liée à ma guérison, enfin, à moi, mon évolution intérieure, tu vois. Je saurais pas dire à quel moment c'était précisément, mais en tout cas, je dirais qu'il y a vraiment plus un moment où j'étais tellement alignée et tellement bien avec moi-même que déjà j'avais beaucoup moins de douleur et de souffrance en moi. Parce que pendant la première partie du chemin, c'était vraiment ça en fait. Enfin, je pleurais tous les jours. Je savais même pas pourquoi, mais juste de souffrance qui était là et qui avait besoin de sortir, tu vois. Et il y a eu un moment dans le chemin où je continuais, je pleurais encore, mais où c'était plus des larmes de douleur, c'était des larmes de joie et d'amour en fait, juste qui étaient là. Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté qui j'étais, je prends 3 heures de pause, et c'est pas grave, c'est comme ça, moi je fonctionne comme ça. En fait, je pense que le vrai élément déclencheur, ça a été ça, tu vois, ça a été d'accepter ma singularité et d'accepter mon fonctionnement
je dirais pas forcément spécifique, mais juste différent de ce que je voyais autour de moi. Et quand je l'ai accepté, ben, ça m'a permis de mieux aussi me connecter aux autres parce que j'avais aussi envie de découvrir leur unicité à eux, leur singularité à eux. Tu vois, genre de dire, bah oui, moi je suis comme ça et c'est totalement ok. Bah, et alors toi, t'es comment? Et ça m'intéresse, tu vois, de savoir c'est quoi toi le fait qui, en quoi toi c'est quoi ta singularité, comment tu fonctionnes, tu vois, c'est ça en fait, comment tu fonctionnes. Le chemin qu'on peut faire chacun vers nous, c'est de trouver comment on fonctionne chacun pour être bien, pour rayonner, apporter juste ce qu'on doit apporter au monde. Et pour pouvoir faire ça, il faut être déjà bien avec soi-même, tu vois, complètement. Et je pense que c'est un peu ça la deuxième partie du chemin, et où au fur et à mesure, en fait, j'étais juste tellement bien dans mes baskets, en fait, c'est vraiment ça, tu vois, j'étais juste tellement bien dans mes pompes que ben, il y avait plus rien qui pouvait m'atteindre, et il y avait plus rien qui pouvait... Je me sentais invincible. Et c'est un sentiment que j'ai gardé du coup, pareil, parce que un peu comme la première fois où je m'étais dit je veux plus jamais quitter ce sentiment de bien-être, là je me suis dit ben, ce sentiment là où je me sens capable de tout, de soulever des montagnes et tout, ben je veux le garder pour toujours quoi. Et ça a été ouais petit à petit jusqu'à la fin du chemin, ce sentiment-là qui s'est construit. Et quelles ont été les rencontres marquantes que tu as pu faire sur le chemin? Notamment, bah, tu as pu interviewer un certain nombre de personnes dans le cadre de ton documentaire. Est-ce que tu peux nous teaser un peu et nous parler de une ou deux rencontres qui t'ont particulièrement marqué, toi aussi, sur ton chemin? Bah, c'est vrai que toutes les rencontres inspirantes que j'ai fait, bon déjà elles seront dans le film effectivement. Pour en citer juste une ou deux, je pense que une qui m'a vraiment beaucoup marquée, et j'en parle souvent d'ailleurs, mais c'est Nia. Nia, c'est une artiste qui a créé, enfin qui a rénové une maison sur le Camino Frances en Espagne justement, dans un village qui s'appelle Castro Jerez. Et en fait, sa maison, elle l'a transformée en lieu d'accueil aussi pour les pèlerins de passage, et on peut aussi y dormir. Il y a tout un espace de méditation, il y a son atelier d'artiste qui est au sous-sol, elle a un magnifique jardin en permaculture, euh, elle a une salle de yoga. Et en fait, moi ce qui m'a fascinée avec Nia, c'est que c'est sa maison qu'elle ouvre tous les matins aux pèlerins, et je vois vraiment ça comme une ouverture de son cœur, parce elle est prête à accueillir tout le monde, enfin chacun qui a envie de venir à sa rencontre ou juste se ressourcer dans son lieu. Et ça, je trouve ça vraiment très très inspirant. J'ai beaucoup été touchée aussi par son mode de vie, son mode de fonctionnement, parce que donc elle est artiste et sa manière de créer, c'est dans la lenteur, parce qu'elle y trouve une méditation, et moi ça m'a beaucoup aussi reconnecté à cette lenteur de la rencontrer. Tu vois, par exemple, elle est beaucoup dans la contemplation, dans la contemplation des micro-mouvements, des plantes, de la vie juste, de tout. Et elle, dans sa manière de créer, elle fait des œuvres avec des tout petits motifs répétés des milliers et des milliers de fois. Et j'avais trouvé ça impressionnant, cette patience et cet état de méditation presque permanent dans lequel elle est. Et tu vois, ça m'a beaucoup inspirée parce que c'est un état, du coup, maintenant que j'essaye vraiment de cultiver, notamment par la lenteur. Et je pense souvent à elle, que ce soit sur le chemin, quand je marche ou quand je fais une aventure ou quoi, mais de garder, tu vois, cet œil de contemplation, d'observation, et en fait de contemplation extérieure autant qu'intérieure. Je pense qu'une autre rencontre qui m'a beaucoup marquée, donc cette fois c'est un homme qui s'appelle David, et en fait David, il tient un gîte, un donativo. Je me souviens plus du nom du village, mais c'est sur le chemin français aussi, enfin sur le Camino Frances. Ça s'appelle La Bohème. Et c'est un endroit que je trouve extraordinaire. Si ça vous intéresse d'y aller, je préviens, genre, il faut vraiment réserver parce que c'est tellement magnifique que tout le monde veut y aller. Enfin, je me rappelle que moi, j'avais eu de la chance qu'il y ait encore une place.
Mais il faut appeler un peu en avance pour pouvoir y aller, quoi. Enfin, genre un jour ou deux, hein, on s'entend. Mais en fait, donc un peu pareil que Nia, genre il a acheté il a rénové cet endroit et il a tout fait lui-même à l'intérieur. Et en fait, sa maison est une œuvre d'art. Chaque recoin de la maison est une œuvre d'art. De la mosaïque au sol, on a vraiment l'impression d'être dans un tableau. C'est multicolore. J'ai l'impression d'être dans un chœur avec plein de joie, plein de matières différentes, plein de musique. C'est aussi un musicien, lui. Et, euh, et en fait, c'est vraiment sa créativité qui m'avait touchée et sa connexion aussi à lui-même et au divin, enfin à l'univers, qui m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Et d'ailleurs, on avait fait de la télépathie. Juste pour la petite anecdote, c'était assez ouf. Parce que on avait fait de la télépathie parce qu'en fait il s'était bloqué le dos. Moi j'ai eu un coup de cœur pour le lieu et pour le gars dès que je suis arrivée dans ce lieu. Et un peu plus tard dans l'après-midi, moi je me dis ah tiens bah en fait et si je restais plus longtemps pour l'aider. Et donc je m'apprête à aller vers lui pour lui proposer ça. Et pile à ce moment-là, lui je vois qu'il se dirige vers moi aussi. Et je lui dis, bah tiens David, j'allais te proposer, tu sais, avec ton dos, si tu veux, je peux rester un jour ou deux de plus pour t'aider, quoi. Il me dit, mais Mélodie, c'est fou, j'allais te demander ça. Genre, en fait, il allait venir pour me demander si je pouvais rester un jour ou deux de plus pour l'aider, quoi. Bon, voilà, c'est une petite anecdote, mais du coup, ce lieu est vraiment magnifique et j'avoue que ça, pour moi, le mot qui me vient, c'est joie, quoi. Vraiment, ça respire la joie. Il y a du jaune, du bleu pétard, du vert pétard. Moi, j'adore les couleurs joyeuses et c'est vraiment ça, très, très lumineux et solaire. Tu parlais de la relation de David avec le divin. Quelle était toi ta relation avec la spiritualité de manière générale? La relation que tu as pu avoir avec justement le divin, avec peut-être quelque chose que tu percevais être plus grand que toi? Eh ben, ça aussi, je pense que ça a été très progressif sur le chemin. Parce que, en fait, tant que j'avais beaucoup de souffrance en moi, j'avais aussi du mal à me connecter et à ressentir le subtil, on va dire. Disons les trucs qu'on voit pas avec les yeux, j'avais du mal à les ressentir tant que j'avais trop de souffrance en moi, quoi. Et c'est vrai que c'est vraiment vers la deuxième partie du chemin où j'ai commencé à être, à me sentir, ben, tu vois, quand je te disais que j'avais, voilà, des larmes de joie et d'amour qui coulaient des yeux, pour moi, c'était un peu ça, en fait. C'était presque Dieu qui m'incarnait et qui débordait de moi, tu vois. Enfin, genre l'amour que je ressentais de tout le monde. Et en fait, j'ai commencé à ressentir cette chose un truc très puissant et qui me dépassait et que j'arrivais pas à expliquer au début. C'était quand je suis arrivée dans la Meseta. Et dans la Meseta, donc c'est un grand désert en Espagne. J'étais seule dans la Meseta, dans cette traversée de la Meseta, et j'avais l'impression de ressentir tout le monde. J'avais vraiment l'impression d'être à la fois dans mon corps et à la fois de marcher sur la terre, mais d'être aussi la terre et de me voir marcher. Enfin, c'est hyper dur à décrire avec des mots, mais c'était une sensation comme si j'étais à la fois moi et à la fois la terre et à la fois chaque petit caillou de la terre, quoi. Et ça, c'était le premier jour quand je suis rentrée dans la Meseta. Et en fait, le premier jour, donc j'ai dormi à la Belle Étoile. Et cette nuit à la Belle Étoile, je pense que ça a été aussi un premier moment assez marquant. Que dans la Meseta, il n'y avait aucune lumière artificielle. Et j'avais la Voie lactée, tu vois, au-dessus de moi. Je dormais avec le duvet qui m'arrivait au-dessus du nez. J'avais juste les yeux qui dépassaient du duvet. Comme ça, quand j'ouvrais les yeux dans la nuit, je pouvais voir cette Voie lactée au-dessus de moi. Et à ce moment-là, au milieu de la nuit, quand j'ouvrais les yeux, j'avais vraiment la sensation d'être confondue avec la Terre et d'être, encore une fois, enfin autant la Terre que juste les buissons ou les animaux, comme s'il y avait plus de limites à mon corps, comme si j'étais plus contenue dans un seul corps, en fait. Et ça, c'est des sensations que j'ai senties assez, je dirais pas régulièrement, mais plusieurs fois quand même à partir de ça, dans des moments à chaque fois où c'était très calme, où j'étais seule et où j'étais dans un état un peu méditatif, quoi. Donc par exemple quand j'ai traversé aussi une forêt, tu vois, dans le noir, après j'adorais du coup faire ça, où je prenais plus de lumière, je mettais plus la frontale
et je marchais dans le noir complet parce que le fait d'avoir un sens en moins du coup, enfin de plus avoir la vue en tout cas en marchant, je ressentais encore plus déjà les autres des cinq sens et cette connexion à un truc qui te porte, tu vois, enfin comme une force magique qui me disait mais en fait oui, tu vas pas, même si tu vois pas le sol, évidemment tu vas pas te prendre une racine, tu vas pas tomber puisque je suis là. Comme si quelque chose de plus fort qui me portait et qui me faisait avancer, quoi. Disons que j'ai appris à cultiver, tu vois, à entretenir ces moments-là et à les faire revenir, en fait. Et du coup, tu vois, par exemple, de faire un câlin à un arbre ou de m'allonger dans l'herbe, ça peut me faire autant du bien que un câlin de mes proches. Enfin, voilà, on s'entend. Mais tu vois, genre, c'est un truc où, parce que je ressens comme si on était tous des petits bouts d'un grand un et que on pouvait aussi être tous le grand un. Et justement, qu'est-ce que cette relation, cette sensation de connexion en toi et à quelque chose de plus grand a changé véritablement en toi? Est-ce que ça a pu faire émerger une certaine lumière en plus? Comment ça se manifestait et pourquoi toi, cette connexion-là, on va dire plus spirituelle, te semble importante dans ce que tu appelles justement l'écologie de soi? Il y a plusieurs choses. Je dirais que une chose déjà, c'est que ça m'enlève la peur, cette connexion-là. Tu vois, c'est comme si il y avait plus rien qui me faisait peur. Là, je parle du coup d'un point de vue purement personnel, hein. Enfin, à ma petite échelle de Mélodie Mota, quoi. De me sentir connectée, que ce soit aux autres ou justement à l'univers. J'ai confiance en tout ce qui peut se passer pour moi. Même si je meurs demain, je sais que c'est très bien. Enfin, genre, parce que vu que je suis bien alignée et que je fais tout ce qui me convient à chaque instant, j'ai plus peur de faire un mauvais choix ou de faire une mauvaise rencontre ou de me faire embêter, d'échouer. Enfin, j'ai plus peur en fait. Et ça, je sais que c'est vraiment venu avec cette connexion, cet aspect spirituel parce que ça me nourrit, si tu veux. C'est comme une force immense qui me nourrit, mais qui a pu venir parce que j'ai enlevé plein de couches aussi. De souffrance ou que j'ai regardé mes blessures, que j'ai soigné, enfin que je soigne, je continue de soigner, hein, mais c'est tout ce travail aussi. Tu vois, je le vois un peu comme un oignon. J'aime bien la métaphore de l'oignon où plein de couches qu'on enlève les unes après les autres pour arriver au cœur, à quelque chose d'hyper pur et du coup d'assez aligné à la fois à moi qui je suis et du coup c'est ce qui permet d'être heureuse et à la fois à aligner du coup connecté aussi à la terre et à l'univers. Au bout d'un peu plus de 2 mois, tu arrives finalement à Saint-Jacques-de-Compostelle, ce qui peut s'apparenter en soi à une fin de pèlerinage. Mais c'est vrai que comme tu le disais précédemment, le plus important au final, c'est le cheminement, c'est pas la destination. Et c'est comment on arrive à vivre à l'instant présent ce qui se présente à nous sur le chemin, toutes ces émotions, tous ces paysages, toutes ces rencontres. Comment toi tu as vécu cette arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle? Ben, mon arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, justement, je pense que je l'ai vraiment vécu comme une nouvelle naissance. J'ai vraiment travaillé au fur et à mesure avant d'arriver à Saint-Jacques, à lâcher, tu vois, cette pression à arriver tel jour, à arriver tout court à Saint-Jacques. J'essayais de me dire que si je voulais même pas aller à Saint-Jacques, c'était OK, ou que si je voulais continuer après, c'était OK. J'essayais de pas le voir comme un but en soi. Après, il se trouve que à peu près un mois avant d'arriver à Saint-Jacques, j'avais fait un petit calcul et à mon allure à ce moment-là, j'avais remarqué que si je gardais ce rythme, je pouvais arriver le jour de mon anniversaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'avoue que ça me faisait quand même vachement envie parce que je me suis dit, moi qui veux, enfin bon, tout le monde, mais moi qui veux quitter l'ancienne mélodie, laisser les vieilles trucs de moi dans le passé et renaître un peu sur ce chemin-là,
quoi de mieux que de renaître pile le jour de ma naissance à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, je me suis détachée de cet objectif-là parce que ça me déconnectait en fait du présent. Vu que si je voulais arriver à un moment précis, tu vois, je culpabilisais dès que je m'arrêtais une journée ou je comptais toujours les kilomètres. Je me disais, ah, il me reste 300 kilomètres à faire, donc faut pas que je fasse de pause ou quoi. Au final, je sortais complètement de mon envie de liberté. Donc ça a été un autre travail de lâcher prise aussi, de me dire, tu sais quoi, c'est pas grave si j'arrive pas le jour de mon anniversaire. Et puis finalement, en lâchant prise et sans même calculer quoi que ce soit, je suis arrivée le jour exact de mon anniversaire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc ça, en plus d'y arriver, j'avoue que j'ai eu beaucoup d'émotions en arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas tant, je pense, pour le prestige ou quoi, plus de voir le chemin que j'avais parcouru. Tu vois, c'était un peu comme à la fois de ressentir toutes les émotions qu'il y avait autour de moi, toutes ces personnes qui arrivent, et puis tous ces pèlerins qui pendant des milliers d'années sont arrivés ici, qui avaient vécu surtout tout plein d'épreuves, et moi d'arriver à ce même endroit et de voir le chemin que j'avais parcouru, autant physique que intérieur. Je me rappelle que j'étais hyper fière de moi. Et en fait, c'est vraiment ça le sentiment qui est ressorti, que j'ai le plus ressenti. C'était une grande fierté de moi. Je pense que j'avais peut-être jamais ressenti autant. Pas tant pour la prouesse physique, mais vraiment pour mon expansion en tant que personne, tu vois, et mon incarnation pleine, quoi. Genre, où j'avais pris pleinement ma place. En fait, c'était ça. Et je voyais vraiment le papillon qui était en train d'éclore, tu vois. C'était donc un nouveau départ qui arrivait pour toi, qui se lançait pour toi, ou ce chemin finalement s'est arrêté, comme ce jour-là marquait ce nouveau départ? Quand as-tu décidé justement d'arrêter de marcher? Mais justement, quand je suis arrivée à Saint-Jacques, j'ai senti que c'était pas non plus la fin de ce chemin-là. J'ai senti que j'avais encore envie de marcher. Et du coup, j'ai continué à marcher en direction de l'océan, en tout cas. En direction, mais encore une fois, je savais pas où j'allais m'arrêter. Je pense que jusqu'à 2 jours après Compostelle, tu vois, je savais même pas encore. J'hésitais encore peut-être à marcher jusqu'à Madrid, quoi. Ou jusqu'à Porto, jusqu'au sud du Portugal. J'hésitais encore à ça, ou alors juste à m'arrêter à Fisterra, ou à aller à Murcia. Enfin, j'avais vraiment aucune idée. Et il y a une personne qui me suivait sur les réseaux sociaux, je me rappelle, qui m'avait envoyé un message qui m'avait beaucoup parlé, qui m'avait dit: c'est pas parce que tu planteras ta tente tous les soirs au même endroit que tu continueras pas d'avancer intérieurement. Et ça m'avait beaucoup marqué. Et je m'étais dit, bah oui, en fait, le chemin, même si ma marche doit s'arrêter, ou s'arrêtera parce qu'elle va sûrement s'arrêter à un moment, juste le chemin, il continue ailleurs, quoi. Donc, c'est pas... c'est plus un problème d'arrêter. Tu vois, comme si avant, j'avais peur d'arrêter de marcher parce que ça devait me confronter aussi à où je vais vivre, qu'est-ce que je vais faire, des questions juste qu'on se pose pas sur le chemin vu qu'on change tous les jours d'endroit et qu'on a juste à marcher la journée. De penser de cette manière-là, ça m'avait enlevé ces craintes-là. Et je pense que ça m'avait permis de ressentir encore plus profondément ce que j'avais envie de faire. Et en fait, la veille d'arriver à Fisterra, j'ai ressenti un sentiment que j'attendais avec impatience. C'était le sentiment de « Ok, j'en ai marre, je veux arrêter, c'est la fin ». J'attendais vraiment cette sensation de « Ok, c'est bon, j'ai accompli ce chemin, je suis au bout de ce chemin-là, c'est ça. Et là, j'ai envie d'arrêter ». Et quand j'ai senti cette sensation-là, je me suis dit « Bon, parfait, je m'arrête ». Et j'avais, comme c'était le jour où je suis arrivée à Fisterra, j'avais quand même envie d'avoir une dernière journée un peu officielle en mode ok, là c'est mon dernier jour, je me lève en me disant je pars pour mon dernier jour de marche, tu vois, un peu pour fermer le cycle, on va dire. Et du coup, j'avais marché jusqu'à Murcia pour le dernier jour et c'était une trop belle journée qui avait été un peu Je trouvais ça amusant parce que je me suis dit en fait, elle est pas spéciale cette journée. Elle est juste comme les autres jours du chemin. Genre, il pleut, il fait beau, je marche. Et c'est ça que j'aimais aussi, c'est de me dire que, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, c'est le chemin et c'est chaque jour qui comptait. Et le dernier jour, il n'était pas plus beau que le premier, ni que le 32e ou que le 48e, tu vois. Ils étaient tous parfaits et tous magnifiques dans leur unicité. Et c'est ça que j'ai aimé aussi avec cette fin du chemin.
À la suite de ce chemin, du coup, tu as pu prendre aussi du recul sur ce que cette expérience avait été pour toi. Avec ce recul, quels sont pour toi les grands apprentissages de ce chemin? Quelles sont les choses que tu as vraiment envie de retenir aussi pour toi? Le fait que déjà tout est possible et que tout est atteignable. Il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de réaliser. Et ça, moi, j'avoue que je me rappelle, je crois que c'était le dernier jour de ma marche. Il y a une femme qui m'avait vue depuis 2-3 jours, une Canadienne, qui était venue me parler et qui m'avait dit c'est incroyable ce que tu dégages, on dirait que plus rien te fait peur. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit ben ouais, c'est vrai, plus rien ne me fait peur. Et c'est vraiment cette sensation-là que j'ai envie de garder et que j'ai appris vraiment à ressentir sur le chemin. Parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses intellectuellement. Tu vois, je pense que je pourrais partager pas mal d'apprentissage et je pense que j'en ai partagé quelques-uns dans cet échange. Mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi, c'est quand on vit les choses et quand on s'autorise à les vivre, c'est encore plus puissant et ça s'ancre vraiment en nous. Et ça, je crois que ça passe vraiment par le fait être soi-même. Mais être, pour moi, c'est à la fois la chose la plus difficile et la chose la plus belle qui nous soit offerte, en fait. Et genre, si on est ici sur Terre, c'est vraiment que pour ça. On n'a pas d'autre job que être. Et ça passe par vivre nos émotions pleinement, vivre notre liberté, donc incarner notre liberté. Donc ça veut pas forcément dire partir où je veux, quand je veux, machin, tout ça, mais c'est être en accord avec soi, être en accord avec ses valeurs et tout, et s'écouter dans qui on est, quoi. Tu vois, s'écouter et s'accepter. Je pense que c'est un peu un ensemble de tout ça que j'ai retiré de ce chemin-là, et que quand on fait ça, en fait, il n'y a plus rien qui peut nous bloquer. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on a envie d'être quelqu'un, quand on a envie d'être quoi que ce soit, bah, quand on est aligné avec soi-même et qu'on ose être pleinement soi-même et vivre nos émotions et ressentir, s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent et à regarder en soi. Et ça, il y a trop peu de gens qui le font, tu vois. Mais quand on s'autorise à faire tout ça, bah, en fait, on devient pleinement maître de nous-mêmes et pleinement dans notre puissance personnelle. Et du coup heureux, quoi. Donc tu étais aligné avec toi-même désormais, après tous ces apprentissages, après toutes ces expériences de marche. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait? Quel était le mode de vie que tu souhaitais mettre en place? Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de après. C'est plus une continuité. Tu vois, disons que cet état d'esprit-là, je l'ai gardé depuis. Et du coup, c'est plus une continuité qui a été faite d'autres expériences, dans d'autres styles, et finalement toujours à chaque fois en accord avec ce que je voulais à l'instant T. Donc, par exemple, plus concrètement, bah, quand je suis rentrée du chemin, j'ai eu envie encore de garder ce mode de vie nomade, mais j'avais besoin d'un peu plus de confort que la vie en tente. Donc, je me suis acheté un van aménagé, et j'ai vécu pendant 4 mois dedans. Donc, j'ai vécu en Espagne, j'ai voyagé le long de la côte espagnole, côte est espagnole. Et puis après l'aventure en van, bah, j'ai commencé à faire le montage de mon film, à créer. Je sens que voilà, c'est quelque chose qui est très fort pour moi, tu vois, ce besoin à la fois de travailler sur moi, de vivre des choses, d'expérimenter des choses et de le partager. Bah, du coup, ça revient à quand je te le disais au tout début. Mais tu vois, de partager en créant, que ce soit par l'art, par la peinture, la vidéo, qui est un axe très très important pour moi. Dans mon mode de vie, j'ai pour l'instant encore un peu ce besoin de nomadisme. Je me sens pas encore, tu vois, de me poser quelque part. Je suis bien OK avec ça maintenant. Enfin, je sens que c'est assez OK. Donc j'ai un petit pied-à-terre qui est chez ma maman. Et puis à partir de ça, je peux voguer à d'autres endroits quand ça m'appelle, ou alors rester là pour l'instant. Ça me va très très bien aussi. Et en fait, tu vois, je pense que plus que dans ce que je fais, ce qui est important pour moi maintenant, c'est ce que je ressens, et c'est un travail quotidien de rester dans cet équilibre, dans cet alignement avec moi, à la fois avec mes valeurs et puis surtout avec ce dont j'ai besoin, et pour être nourrie, pour être bien.
sans trop tenir compte de ce que la société m'a inculqué et continue de me montrer, tu vois, de rester droite dans mes bottes et, et avec cette confiance que mon film va bientôt sortir, que mon entreprise, parce que du coup j'ai créé une entreprise aussi en parallèle dans la communication, mais que mon entreprise va bien fonctionner, fonctionne déjà bien. Et en fait, en adaptant, c'est une constante adaptation de tout, de mon hygiène de vie, de mes relations, de mes lieux de vie, de mes activités. Et c'est vrai que je vois un peu la vie maintenant comme un câble, tu sais, des équilibristes là entre deux montagnes un peu, où chaque pas, vraiment chaque chose que je fais, même chaque mot, ça peut me déséquilibrer ou me garder en équilibre sur mon fil, quoi. Et c'est ce travail de conscience qui passe par tout ce qu'on a déjà dit, qui fait que je peux aujourd'hui me sentir pleinement alignée et du coup vivre des expériences qui peuvent paraître peut-être décousues parce qu'il y a plein de choses, je fais plein de choses différentes. Mais en fait, c'est juste tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien et pour être en équilibre sur ce fil de la vie, quoi. Est-ce que tu vois justement une différence entre ce qui relevait du voyage, le fait d'être en mouvement chaque jour, d'avancer chaque jour dans une direction, et le fait d'avoir une vie assez nomade, mais quand même d'être revenu à une forme de sédentarité, avec un travail quelques jours par semaine, etc. Est-ce que la façon dont tu le vis maintenant, c'est encore aussi une forme de voyage, ou comment tu perçois la chose? Tu vois, là, par exemple, l'aventure que je vis en ce moment, c'est le montage de mon film et le développement de mon entreprise. Mais c'est ce dont j'ai besoin et c'est ce qui me nourrit aussi. Et ça reste une sortie de ma zone de confort et ça reste de l'apprentissage sur moi et des expérimentations. Et c'est aussi en parallèle de cet équilibre que je crée et que je chéris avec toutes les autres choses qui me nourrissent, donc le contact dans la nature, etc. Et je sens que maintenant, c'est plus vivre la vie comme une aventure. Et où chaque chose que je vis, en fait, c'est une aventure. Et l'autre jour, je suis allée poser pour des artistes en tant que modèle vivant. Bah, en fait, pour moi, c'est autant une aventure que de partir 3 mois marcher sur le chemin de Compostelle. Et c'est juste ce truc de se dépasser un petit peu sans se faire mal, parce que moi, j'aime pas me faire du mal non plus, tu vois, mais se dépasser un petit peu et puis apprendre constamment de soi et des autres et regarder constamment en soi pour comprendre de quoi on a besoin et qu'est-ce qui nous fait du bien, quoi. Et c'est vrai que je sens que c'est vraiment comme ça maintenant que je vois la vie autant que l'aventure, tu vois. C'est ça. On a beaucoup parlé justement des choses qui faisaient sens, justement quand on était en voyage. Et moi, j'aimerais justement te demander, quel est pour toi le sens du voyage? Bah en fait, je crois que c'est un peu, encore une fois, dans l'équilibre que je cherche dans ma vie. C'est à la fois me nourrir et à la fois vivre des choses. Et donc, tu vois, par exemple, me nourrir au sens découvrir d'autres cultures, découvrir des manières de fonctionner différentes, m'ouvrir l'esprit avec des choses qui sortent de ce que je connais, de ce que je côtoie au quotidien. Et puis finalement, vivre, parce que pour moi, c'est la manière dont je vis le voyage et dont je vis la vie. Moi, j'aime bien en fait ne pas faire la distinction entre la vie et le voyage, parce que je ressens que tout peut devenir un voyage en fait. Même aller marcher au parc à côté de chez moi où je vais tous les jours, et ben selon le regard que j'y porte, ça peut devenir un voyage. Si je porte mon regard sur les petites fleurs que j'avais pas vues la veille, bah en fait j'ai voyagé de fou, quoi. Ça revient à se dire que tout vient de l'intérieur de nous et que du coup c'est moi qui décide de faire d'une situation un voyage et quelque chose de fantastique, enfin de beau et d'agréable. Enfin, c'est moi qui le décide en fait. Et parce que ça dépend de mon regard, de mon état d'esprit. Et ce que j'aime dans la notion de voyage, c'est que je crois que c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé. Je voyage beaucoup localement en fait. Je crois que j'aime beaucoup ouvrir ces portes à l'intérieur de moi pour que ça me fasse découvrir des choses encore plus
inattendus et insoupçonnés dans des endroits qui paraissent pas extraordinaires parce que si on n'y prête pas plus attention que ça, quoi. Merci beaucoup Mélodie pour ce chouette témoignage, très inspirant. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Merci à toi Anthony, franchement je suis vraiment hyper contente d'avoir participé à ton podcast, de cet échange aussi, d'avoir pu partager ce que je ressens et merci pour ton écoute et ce beau moment qui j'espère aura pu peut-être inspirer d'autres personnes qui nous écoutent. Ça ne fait pas de doute, j'en suis certain. Passe une belle journée Mélodie. Ciao ciao. Merci, toi aussi, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.